Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au comptoir de Comme toujours. Comme toujours, vous le savez, c'est une émission consacrée au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons nous intéresser à un sujet qui, pour beaucoup, constitue un véritable mystère, la franc-maçonnerie. Objet de tous les fantasmes, elle fascine, intrigue, exaspère, discrète, elle est présente sur tous les continents, mais qui est-elle vraiment ? Alors on va tenter de mieux la connaître, percer ses secrets, séparer le vrai du faux, le faux grain de livret, il le faut. Un monde soi-disant fermé, mais très ouvert et très à l'écoute du monde. Une société qui préfère l'ombre à la lumière. Pour nous en parler, nous recevons Jean-Paul Ferrand, membre du Grand Orient de France. La Grenade, titre de Clara Luciani, chanson qui n'est pas choisie au hasard. Ce fruit qui évoque l'amour, la fertilité, est aussi un symbole maçonnique. L'éclosion de ce fruit qui représente la pensée. Tiens, la pensée, ça pourrait être une fleur symbole des francs-maçons. Car oui, la pensée est sans doute au cœur de cette société. Bâtisseurs de cathédrales de l'esprit, peintres en sentiment, souffleurs de vérité, les francs-maçons sont des artisans de la pensée, des jardiniers de l'esprit qui cultivent le beau. Oui, voir la société, les loges franc-maçonniques comme autant de petits lopins de terre, tiens, des jardins où chaque frère et sœur viendrait cultiver et s'y cultiver. À grands coups de fourche, on bêche à la ligne, on retourne les mots, les idées, on cultive ses pensées. Des loges qui sont finalement autant de jardins d'arguments dans lesquels on sème du lien social, dans lesquels on travaille entre amis. Amis de toutes sortes, hein. Jeunes pousses ou potes âgés qui jouent les tuteurs, vieilles branches ou penseurs en herbe, chacun prend soin de l'autre et cultive l'amitié et les pensées. Alors, cette métaphore jardinesque est-elle juste, fidèle aux valeurs franc-maçonniques? Ou alors, la franc-maçonnerie a-t-elle ses entrées directes, place Beauvau, et permet de faire sauter les PV? Ah, allez savoir, les idées reçues, les fantasmes sont nombreux. Où est le vrai du faux? Qui sont les francs-maçons? Quelles en sont les valeurs? Comment fonctionne une loge franc-maçonnique? À quoi ça sert? Voilà autant de questions que nous allons poser à notre invité, Jean-Paul Ferrand. Soyez le bienvenu. Je vous remercie. On est très heureux de vous avoir sur le plateau et dans ce comptoir, comme toujours, et d'évoquer ce sujet qui, je dis, est empreint de plein de mystères et de fantasmes. Je vous remercie d'abord de la présentation que vous en avez faite, parce qu'il ne me s'est pas venu à l'idée, sinon parce que, effectivement, la beauté et la poésie font partie aussi du langage maçonnique. Vous remercie d'avoir comparé une loge à un jardin, où, effectivement, il y a toutes les générations qui peuvent se retrouver, notamment des plus âgés, des plus jeunes, même si le temps ne fait rien à l'affaire, comme disait Brassens. Comme disait Georges. Mais en fait, c'est vrai que nous sommes très variés. C'est un lieu où peuvent se rencontrer, faire des rencontres inattendues. C'est-à-dire, on peut rencontrer un professeur d'université, un soudeur, diversité d'origine. Et parce qu'effectivement, je pense que la franc-maçonnerie, qui est comme une vieille dame, qui commence, elle fait ses 300 ans, et donc, depuis 1723, il y a eu de l'eau passée sous les ponts, mais il y a eu également beaucoup de progrès qui ont été faits. Et une des valeurs principales de la franc-maçonnerie, c'est sans doute de reconnaître la dignité humaine et de travailler effectivement à faire en sorte que cette dignité puisse progresser, que ce soit à la fois individuellement ou collectivement. Et ça, je dirais qu'on ne reviendra jamais là-dessus, parce qu'en fait, nous avons au Grand Orient, et en franc-maçonnerie en général, un article premier qui nous dit que c'est une institution qui est philosophique, philanthropique, progressive, c'est-à-dire qu'on croit au progrès possible de la personne et de l'humanité, et qu'en même temps, nous sommes à la recherche de la vérité. On étudie la morale, on essaye de faire en sorte qu'elle soit aussi bonne que possible, et on pratique la tolérance, la liberté absolue de conscience, parce que ça, c'est la grande sœur aînée, si je puis dire, la grande sœur aînée de la laïcité, et qui fonde notre pacte républicain, et que c'est avec ces valeurs-là que je pense on peut construire une société, un vivre ensemble, comme on dit maintenant, une façon de vivre ensemble, effectivement, qui corresponde à ce qu'on peut attendre d'une humanité un peu plus parfaite, un peu meilleure.
Voyez-vous, les termes que vous utilisez, on pourrait les mettre, les conjuguer dans cette loge qui est comme toujours, finalement, avec nos deux chroniqueurs. Alors, ils sont francs du collier, bâtisseurs de pensée, parfois de fantaisie. En tout cas, pas ennemis de la joie. Je vous présente les deux Jean-Pierre, Jean-Pierre Bertrand et puis Jean-Pierre Pouvreau. Et c'est vrai que c'est... Nous sommes de même obéliance idéologique. Évidemment. Voilà. Et au menu pour agrémenter cette discussion, parce que ça ne va pas être facile, hein. Parler de la franc-maçonnerie, là où vous pouvez faire une conférence de 2 heures, comme ça a été le cas le 9 octobre, là on vous donne 20 minutes. C'était le 6 octobre, pardon. Mais j'inverse, on tourne le 9. Hein. Là, c'est finalement, on va vous demander d'en parler, c'est une planche de 20 minutes finalement. Hein. Et du coup, qui sera agrémentée d'une petite recette de cuisine avec Jean-Pierre. Mais oui, puisque depuis, ils ont réinventé un petit peu la citrouille, il y avait plein d'espèces de citrouilles différentes. Ça, c'est qu'une toute petite partie. Bon, la grande fête, ça va être c'était avec Halloween, bien sûr, c'est passé. Mais ça n'empêche pas qu'après Halloween, on peut continuer à déguster des citrouilles de différentes espèces. Voilà, qui sont toutes intéressantes, avec un goût différent, une texture différente et un plaisir différent à les déguster et à les cuisiner. Eh ben, on en parle dans un instant. Et puis Jean-Pierre Bertrand, au sommaire. Moi, je me suis contenté parce que notre histoire fait qu'on n'a pas interviewé de personnes directement impliquées dans la franc-maçonnerie. On a sûrement enregistré des francs-maçons, mais ils ne nous l'ont pas dit. Par contre, j'ai pensé qu'en cette fin d'année, début d'année, on a déjà entendu pas mal de musique, on en entendra un petit peu. C'était de faire écouter des choses relativement rares, comme le sont ces albums. Tout à fait. Hein, il y a 2 albums en France, j'ai cherché. Il n'y a que deux productions liées à la franc-maçonnerie. Hein, celui-ci est le plus intéressant des deux, puisque là, on est directement dans des pièces qui ont été jouées dans de vos réunions. On écoutera et on en reparlera dans un instant. J'aimerais rebondir sur ce que dit Jean-Pierre quand il dit on en a probablement rencontré, interviewé. Alors, est-ce que c'est une société qui est plus à l'aise dans l'ombre que la lumière ? La lumière est un des symboles forts de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire celle qu'on essaye de construire et de porter haut et fort. Sauf que, dans son histoire, si la franc-maçonnerie anglo-saxonne, si je puis dire, n'a pas été trop persécutée, la tradition française, et celle du Grand Orient en particulier, a fait l'objet d'un certain nombre de persécutions, de discriminations très fortes. Je ne parlerai pas de ce qui s'est passé en 39-45. Mais c'est pour ça qu'en fait, il y a non pas une habitude de secret, mais une habitude de discrétion. Et je pense que c'est vrai que ça peut créer des fantasmes, cette affaire. Parce qu'on s'imagine qu'on est des complotistes, qu'on est des vieux shkachim. Je disais des entrées place Bobo pour faire sauter les PV, j'imagine vous l'entendez. Je l'entends bien, oui. Je l'entends bien. Mais je crois que ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, on est libre de se découvrir ou de ne pas se découvrir. Moi, pour ma part, j'avais déjà fait une opération de ce genre à Nantes, puisque ma loge mère est à Nantes, et que je suis venu en Vendée il y a 7-8 ans. Donc voilà, mais ça ne me dérange pas de me présenter comme franc-maçon, tout en sachant bien que quelque part on peut prendre des risques quand on est un homme public et qu'éventuellement on est amené à... Et à ce moment-là, la perspective que les autres peuvent avoir, la vision que les autres, la perception que les autres peuvent avoir de vous, ça peut être négatif. Mais c'est pour ça qu'on a fait une réunion le 6 octobre. C'était pour dire à la fois, d'abord, notre histoire, notre travail quotidien, et en même temps, tout ce que nos valeurs. Et dire aux uns et aux autres, écoutez, voilà, vous avez devant vous des hommes, des femmes qui sont en capacité
de vous considérer naturellement, et puis qui vous invitent à vous perfectionner comme eux essayent de le faire. Voilà. Voilà. C'est à la fois une invitation, une écoute aussi, tout à parce fait. que c'est quand même aussi dans les valeurs de Bien sûr, la tolérance mutuelle. Ouais. La tolérance qui mutuelle. passe par l'écoute. Avec une limite. Ah. L'intolérance. C'est-à-dire que notre tolérance s'arrête à l'intolérance. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que on n'accepterait pas chez nous que viennent chez nous, et puis je pense qu'ils n'en auraient pas l'envie, des personnes, hommes ou femmes, qui pratiquent le racisme, qui prônent la haine raciale, qui prônent tout ce qu'on veut de ce côté-là. Mais qui prônent également la violence sociale, dans le mauvais sens du terme. Parce que vous parliez tout à l'heure d'une diversité de francs-maçons, finalement. Toutes les catégories sociales. C'est pas une élite qui se rassemble, qui a les vérités sur le monde. Surtout pas. Surtout pas. Non, je crois qu'une des premières découvertes qu'on fait quand on rentre en franc-maçonnerie, c'est... moi j'apporte les uns et les autres apportons notre pierre. Et puis, en écoutant, on s'aperçoit qu'effectivement, il faut peut-être remettre en cause son propre jugement et que la vérité telle qu'on la cherche est une vérité qui est de multiples portes d'entrée. Et qu'elle n'est pas une, mais elle est multiple, multiforme, même si elle est universelle. Et ça, c'est un peu le paradoxe, la diversité qui, de toute façon, traduit l'universel. C'est-à-dire, ce respect, il est universel. La dignité est universelle. Et donc, on ne peut pas passer outre. C'est pas possible. Je vous propose, après avoir partagé les mots, on va partager les mets. Aussi une des valeurs, j'imagine, des francs-maçons, non ? Si vous me permettez. Oui. Chaque tenue, c'est-à-dire chaque réunion que nous faisons, 2 fois par mois, d'accord. se termine par, en général, ce qu'on nous appelle une agape. Et c'est, on mange ensemble et on tire des santés aussi, ça nous arrive. C'est ce qu'on va faire. Alors on passe à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Je suis bien content d'accompagner la franc-maçonnerie avec des légumes qui se conservent très très longtemps et également, moins longtemps que la franc-maçonnerie puisque c'est saisonnier, mais qui ont une réputation gustative qu'il faut pas avoir peur à prendre, à cuisiner, à élaborer, à développer selon les goûts. Bon, là elle va être froide, mais bon, c'est pas grave, elle est aussi bonne. Elle est aussi bonne froide que chaude. La manger Ah froide oui, aussi. on peut la manger aussi bien chaude que froide. Donc voilà, un petit résumé de quelques citrouilles. Bon, là, il y a un potimarron rouge. Oui. Alors, le potimarron, la particularité du potimarron, on peut le cuisiner sans l'éplucher. Voilà. Il faut enlever les graines du milieu, récupérer que la pulpe, et on n'est pas obligé de l'éplucher. Contrairement, par exemple, au butternut duplicata. Bon, et alors celui-là, il faut absolument enlever la peau, comme les 3/4 des citrouilles. Bon, ça, c'est la course de spaghetti qui a pris une grande réputation, alors qui est assez rigolote à faire, puisqu'il faut la mettre au courbouillon, et on la pique recouverte d'eau en quantité, bien sûr. Pour savoir si... comme des pommes de terre. Et puis quand elle est cuite, on l'ouvre en deux, et on enlève les noyaux, on récupère... C'est comme des spaghettis qu'on peut cuisiner avec du gruyère, avec de la crème, avec du beurre, en accompagnement de 1000 façons différentes. Là, la butternut, une fois épluchée, on l'émince, on la fait revenir dans un petit peu d'huile ou de beurre. Et après, vous la faites en gratin. Pareil, gruyère, où on fait une béchamel, où on met de la crème. Et on renouvelle les couches. Et on fait cuire ça au four en la recouvrant de gruyère. Donc, c'est l'enfance de l'art. Voilà, si on a un petit peu le tempérament cuisinier, c'est l'enfance de l'art. Et ça... Vous aimez ? Oh, j'adore la cuisine. On le lit dans les yeux. Et alors là, voilà une soupe que j'apprécie parce que le goût me plaît bien. Oui. Donc là, il y a 1 kilo de potimarron donc avec la peau, sans les pépins, bien sûr. Il y a 50 centilitres de purée de tomates que vous prenez déjà préparée, ou vous avez préparé avant et mis en bocaux. Alors, vous avez 3 litres de bouillon de volaille, 200 grammes de Saint-Moret, 30 grammes de crème fraîche, persil plat haché, beurre, poireaux, échalotes, ail, voilà. Alors donc vous faites revenir dans un beurre boussant
les échalotes, l'ail, vous rajoutez évidemment le potimarron, vous le recouvrez d'eau avec un bouquet de garni si vous le désirez, vous laissez mijoter pendant 1 heure à peu près, et vous rajoutez à la fin le Saint-Moré et la crème, et après vous passez ça au presse-purée ou alors au mixeur, comme ça se fait à l'heure actuelle, et vous pouvez également le mettre en conserve dans des bocaux, et après le déguster toute l'année. Ça, c'est super. Oui. Voilà, ça, il n'y a aucun problème, il faut le stériliser. Voilà, alors c'est des recettes bêtes et méchantes, basiques, mais qui gardent leur lettre de noblesse, comme la franc-maçonnerie, bien sûr. Ce qui veut dire, en fait, que quand on a mangé, il faut surtout éviter de dire à son médecin qu'on a mangé ça. Mais il ne faut pas tout lui dire à son médecin. Faut pas tout dire. Il ne faut pas tout lui dire. Les prises de sang vont lui révéler le principal. Lui aussi cultive un peu le secret. Oui. Jean-Paul Ferrand, je reviens vers vous. Qui peut devenir franc-maçon? Est-ce que ça nécessite d'être coopté? Parfois on entend dérive sectaire, mais je me dis que dans une secte, on y rentre facilement, on en sort très difficilement. C'est peut-être l'inverse. C'est complètement l'inverse. C'est-à-dire, effectivement, on passe un certain temps à être interviewé, écouté, on vient vous voir, et puis vous vous expliquez pourquoi vous souhaitez devenir franc-maçon. Et puis bon, ça se passe tout seul quand c'est mûr. Ouais. Moi, je sais que c'est après une réflexion, avoir lu quelques livres pendant 7-8 ans, et avoir rencontré des francs-maçons qui m'ont intéressé par leur réflexion, qui m'ont intéressé par leur pratique. Rien ne presse. De la solitude. Rien ne presse. Rien ne presse. Mais c'est vrai que si vous venez avec le souci, effectivement, de construire un projet politique, un projet syndical... C'est pas la bonne porte. C'est pas la bonne porte. Ouais. C'est pas la bonne porte, c'est clair. Alors, je me permets, je vais vous provoquer. Alors, ça sert à quoi, Jean-Paul? Ça sert à quoi? Ça sert, si je prends mon cas particulier, parce qu'en fait c'est le seul que je connaisse bien, c'est une transformation progressive parce que l'écoute, ça forge un caractère, ça forge un tempérament, ça forge une attitude, et ça construit du social, et ça construit de la fraternité. La dignité. De la dignité, mais également de la fraternité. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, on parle souvent d'amitié, de fraternité. Mais la fraternité, c'est davantage aussi l'œuvre de la raison. C'est-à-dire qu'en fait, c'est récent, l'inscription de la fraternité dans la devise de la République, 1848, si mes souvenirs sont exacts. Et récemment, on a dit également qu'il fallait avoir un devoir de fraternité, mais qui s'arrête, celui-là, au trouble de l'ordre public. Et donc, cette fraternité, elle se construit au jour le jour, à travers nos réflexions, à travers les agapes que nous faisons ensemble. Et puis, le résultat, il est là. C'est-à-dire qu'on devient des hommes, et nous avons l'ambition de faire en sorte que l'humanité prenne le même chemin que nous, et que tous les autres puissent prendre le même chemin que nous. Ça veut dire qu'on dirige aussi vers les... Parce qu'on sait bien que l'égalité, on peut mettre en place des lois pour l'égalité. La fraternité, c'est plus difficile. Mais est-ce que ça veut dire que l'idée, c'est aussi que ces discours-là aillent vers les décideurs, les entendre, soient relayés? Oui, je parlais des réflexions que nous avions tout à l'heure. Je pense qu'il y a un certain nombre de dossiers que nous pratiquons, qu'on nous étudions aujourd'hui. Par exemple, le développement durable. Développement durable, d'accord. La fin de vie. C'est-à-dire faire en sorte qu'effectivement, on puisse mourir dans la dignité. Choisir peut-être sa mort, pouvoir le faire dans de bonnes conditions, librement, etc. La laïcité. Parce qu'aujourd'hui, la laïcité, elle est servie à beaucoup de sauces. Toutes les sauces. Qu'il ne faudrait pas. Alors que la mère de la laïcité, c'est la liberté absolue de conscience. Et la séparation de l'État et de l'Église. Et ça remonte, si mes souvenirs sont exacts et si j'ai bien lu, ça remonte à très vieux.
des paraboles de Saint Matthieu, je crois bien même, qui disait que rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et puis Victor Hugo aussi, je crois, depuis, qui disait l'État chez lui et l'Église chez elle. Bon. Et donc, et particulièrement la laïcité, pour moi, c'est la mère de la connaissance. Et donc la connaissance, c'est aussi source de vérité. Parce qu'en fait, quand je dis que c'est source de connaissance, c'est parce qu'effectivement, on a une démarche plus scientifique que dogmatique. C'est-à-dire, on ne décrète pas que c'est une vérité révélée, mais qu'on l'a travaillée, on l'a étudiée, et on l'a confrontée avec ses frères, puisqu'en fait, c'est comme ça que nous travaillons. Et je crois que j'ai dû oublier les thématiques que nous étudions. Développement durable, laïcité. Mais je dirais qu'il y a une remarque que la pandémie nous a fait découvrir. C'est-à-dire tout le problème du respect de la parole publique et du respect de la science. On n'a jamais vu autant de contestation du langage scientifique. Et ça, je dirais, c'est anti-maçonnique. Puisque en fait, notre démarche, elle se veut rationnelle, raisonnable, et en même temps respectueuse du passé, tel qu'on a pu l'acquérir par la science. Et quand on parle de connaissance, la connaissance, une connaissance intime, intuitive, je suis d'accord, ça existe. Mais il y a aussi la connaissance discursive, la connaissance rationnelle. Et celle-ci, elle est tout aussi importante que la précédente. Complètement. Je vous propose, on va marquer une petite pause musicale. C'est l'heure de passer à la chronique de Jean-Pierre Bertrand, de Bouche à oreille. Alors, oui, Jean-Pierre. Oui, écoutez, c'est un domaine qui comme mes camarades, m'a toujours intrigué. Hein. Et à travers mes pérégrinations, à chaque fois que j'ai pu trouver des liens avec la musique, j'ai toujours fait l'acquisition des documents. Alors, sur la France, dont j'en ai parlé tout à l'heure, il y a deux éditions qui sont... On va peut-être les montrer. Hop. Oui, qui sont directement liées à la franc-maçonnerie. Et cette édition-là est plus pour montrer que des grands musiciens, Beethoven, Mozart, Rameau, etc., étaient francs-maçons, ont écrit des œuvres pour la franc-maçonnerie. Et évidemment, on va retrouver aussi d'autres grands compositeurs. On retrouve Rameau, par exemple, ici, Clérambault aussi. On crée des œuvres pour vos cérémonies, pour vos temps ensemble. Et donc, voilà. Et en écoutant tout ça, on va voir la magnificence des œuvres qui donnent, dès que ça démarre, du souffle. Ça donne du souffle. La solennité des événements. Esprits. Et entre nous, c'est devenu des tubes. Ça veut dire que c'est rentré dans le domaine populaire ou c'est resté confidentiel? Alors écoutez, je ne saurais pas vous le dire, ça. Oui. L'humilité aussi, c'est une des valeurs. C'est assez confidentiel. Voilà, c'est tout. D'accord. Oui. Sauf que, éventuellement, dans un certain nombre de manifestations, je pense par exemple à l'Assemblée générale du Grand Orient de France, le convent, puisque c'est notre Assemblée générale où il y a 1300 loges qui se retrouvent et qui se réunissent, il y a de la musique. Oui, il y a de la musique et il y a l'hymne du Grand Orient d'ailleurs aussi. Oui. Mais, moi j'ai lu un petit peu là-dessus, effectivement. Et on l'entend. Alors on va entendre d'abord cette marche de la Grande Loge qu'on entend de Michel Blavet. On va entendre, et en même temps vous aurez des photos que vous nous avez fait passer sur des symboles, des objets, que voilà. On écoute et on entend. Merci Jean-Pierre, c'est ce qu'on a pu entendre. Et peut-être avant d'envoyer le deuxième extrait, je voulais savoir ce qu'il en était de la franc-maçonnerie en Vendée. Combien de loges? Alors, du Grand Orient. Du Grand Orient, oui. J'en ai compté 7. 7, d'accord. 7. Avec une moyenne, on va dire,
entre 40 et 50 membres pour chacune d'elles. De frères et sœurs. De frères et sœurs, qui font que ça nous fait 7 fois 40, quelque chose comme 280, 300 frères et sœurs en Vendée. Oui, c'est à peu près ça. Ouais. Bien, c'est déjà la fin de l'émission, ça passe vite. Hein. Ça a passé très vite. C'est une planche, hein. C'est vraiment ça. Et du coup, on va terminer l'émission en musique. On va écouter Jean-Pierre. Oui, alors on va écouter la marche des francs-maçons, qui est une pièce qui a été écrite par Jean-Christophe Naudot, qui est un des principaux fournisseurs de musique pour la franc-maçonnerie. Et vous remercier tout en écoutant, et merci d'avoir nous avoir permis de mieux connaître ce qu'était la franc-maçonnerie. Moi, je vais vous remercier également de m'avoir et de nous avoir donné l'occasion de dire très simplement, sans surplomb, sans rien d'autre, que témoigner de ce que peut être une franc-maçonnerie moderne, ouverte. Et on l'a compris, les portes sont ouvertes. Que de la bienveillance. Faite de bienveillance également. Eh bien, on va se dire à bientôt. À bientôt. Alors, à bientôt.